Alors, Homo sapiens reste aujourd'hui le seul homininé vivant. Si le monde est un grand théâtre, la scène de l'évolution a fonctionné comme une tragédie. À la fin de la pièce, seul un acteur se relève et les autres gisent fossilisés. S'ils ne parlent ni n'agissent plus, leurs restes sont visibles et datés. Certains sont bien antérieurs à notre espèce, d'autres contemporains, mais tous témoignent de l'incroyable buissonnement des homininés. Aujourd'hui, nous sommes entourés, imbibés de visages de sapiens, à commencer par le nôtre, et ne faisons que contempler les crânes de nos prédécesseurs. Mais un crâne fut une pensée, un regard qui appartenait à ces acteurs à part entière de l'évolution. Voilà pourquoi, en tant que paléoartiste, j'ai souhaité donner à voir les visages qu'a eu ou qu'aurait pu revêtir la grande famille humaine pendant des millions d'années. C'est une pépinière de talents qui va éclore diversement. Alors, mon travail de sculpture en préhistoire est l'aboutissement d'un dialogue ininterrompu avec la communauté scientifique internationale, à savoir des anatomistes, des paléoanthropologues, des paléopathologistes, des paléogénéticiens, des archéologues, des ethnologues. Sans eux, rien ne serait possible. Et je profite d'ailleurs une fois de plus ici de les remercier de m'avoir accompagné dans mon travail durant ces longues années. Car essayer de retrouver un visage à ses ancêtres lointains, une identité, c'est un vrai challenge, à la fois artistique et scientifique. C'est un long processus de plusieurs mois de travail autour des vestiges osseux, des crânes, des dents, des outils, des empreintes et parfois des post-crâniens complets ou parcellaires qui me sont confiés. Alors, au-delà de l'assemblage de ces ossements fossiles, il s'agit de retrouver les parties molles, les mouvements du corps, sa musculature et également l'expression du visage. Donc, il est clair que pour toute commande, toute reconstitution, il y a un crâne associé. Alors, par exemple, ici, on peut voir un travail en construction de la Dame de Cavillon, qui est une commande tout à fait récente, et qui va être en fait la femme de Cosquer, qui vient d'être installée récemment dans le centre d'interprétation de Cosquer à Marseille. Donc là, vous voyez une étape juste avant le moulage. Donc pour faire cette réalisation, j'ai travaillé directement, bien sûr, sur le crâne même. Je vous développerai un tout petit peu plus tard la méthodologie. Je voulais, dans un premier temps, vous montrer des regards et des visages, des face-à-face avec ces êtres disparus. Là, elle est représentée donc enceinte. C'est bien sûr un choix du comité scientifique. Donc parce que elle est à une période gravétienne qui est dominée, c'est une période dominée par les Vénus et également la représentation de la maternité. Et là ici, vous la voyez finalisée, donc avec des ornements, avec des escargots et des dents de cerf, oui, principalement des dents de cerf, un costume en renne et une couleur de peau foncée. Également, ça c'est un choix de la communauté scientifique, enfin du comité scientifique avec lequel j'ai collaboré pour cette reconstitution. Ici, le visage d'un néandertalien, d'après le crâne de la Ferracie, de l'homme de la Ferracie, découvert en Dordogne. Là, ici, un autre néandertalien, d'après le crâne de Feldhofer, découvert en Allemagne. Donc, je vous expliquerai aussi que, enfin, je peux vous en parler là. Vous voyez, attendez, comment je reviens à l'autre là, voilà. J'ai beaucoup d'informations données par le crâne, mais il y a des propositions faites sur le système pileux et la coiffure. Voilà, ce sont des propositions et
ce sont, quoi qu'il en soit, des hypothèses dans le plus grand respect des données scientifiques communiquées à ce jour. Là, ici, c'est une étape intermédiaire. Donc là, il s'agit de celui-ci terminé. Voilà, l'étape intermédiaire. On voit à gauche une partie d'écorché qui est en train d'être recouverte en terre. Je travaille toujours avec de la terre glaise sur les crânes par les épaisseurs de derme. Ici, c'est la femme de la Biri-Pato, donc là, finalisée. Voilà, vous l'avez vu tout à l'heure, ça c'est Feldofer, en situation. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, je travaille toujours sur le crâne. Dans le crâne, on peut dire que c'est la base de la reconstruction, c'est vraiment le socle de toute reconstruction. Aujourd'hui, la science a les moyens de faire parler ces crânes. Et pour chaque cas étudié, bien sûr, il y a de longs échanges avec le comité scientifique et une dialectique se met en place jusqu'au résultat final. Alors, le protocole est toujours le même. Tout travail de reconstruction faciale, quelle que soit la méthode, impose au préalable une étude anthropologique afin de déterminer l'appartenance à un groupe fossile, sa datation, son âge au décès, son sexe probable, ses pathologies s'il y en a, ses carences s'il y en a, son régime alimentaire, sa faune associée, le climat sous lequel il vivait, que l'on va déterminer en fonction de la faune associée, ses conditions de vie, son environnement, sa culture et ses particularités. Alors toutes ces données sont collectées avec les experts selon les mêmes principes qu'une enquête criminalistique et vont intervenir à des degrés divers dans les décisions que j'aurai à prendre à chaque étape de la reconstitution, et me permettront ainsi de présenter l'hypothèse la plus probable de l'apparence physique du sujet. En gros, une synthèse des connaissances à un instant T. Et ces hypothèses, bien sûr, évoluent en fonction de nouvelles découvertes et publications et sont étayées si besoin. Alors, cette étude anthropométrique va également permettre au docteur Vignal, anthropologue médical, que l'on voit sur cette image, et qui, jusqu'à il y a quelques années, dirigeait le département d'anthropologie de l'Institut de recherche criminelle de Rosny. Donc, cette étude va lui permettre de me communiquer un tableau d'épaisseur de tissu mou, de parties molles, ouais, de tissu mou, à savoir les muscles et la peau, associés au crâne. Alors, pas les parties de graisse, parce que la graisse ne peut pas être calculée, à part en criminalistique. Et en criminalistique, elle est calculée uniquement par les vêtements. C'est-à-dire que si on trouve un cadavre en décomposition dans la forêt, on pourra se dire qu'il était gracile, très mince ou très gros en fonction des vêtements associés. Une fois qu'il me communique oui, une chose aussi importante, ce tableau d'épaisseur de tissu, je peux l'utiliser pour Sapiens, puisque bien sûr, ces valeurs d'épaisseur sont spécifiques à chaque cas étudié. Bon, ils intègrent des variables liées à l'âge et au sexe, mais sont le fruit de dissections d'Homo sapiens. Donc, je ne peux pas les utiliser pour des Homo erectus ou des espèces très très anciennes. Alors, je les utilise pour les sapiens et parfois aussi pour les néandertals, en augmentant un tout petit peu la valeur. Voilà. C'est un encadrement très, très précieux parce que quand même l'idée, la motivation pour moi quand je travaille sur un crâne et avec une équipe scientifique, c'est de m'approcher au plus près. C'est ça la motivation. C'est pas de fantasmer, c'est de se dire bon voilà, j'ai un crâne, plus il est complet, plus je vais pouvoir m'approcher de ce qui est potentiellement proche de la réalité. Et ces valeurs d'épaisseur encadrent vraiment mon travail. Alors, voilà ces valeurs d'épaisseur, voilà les endroits où elles sont placées. Donc, le premier trait correspond au minima et le deuxième au maxima de ce que je peux utiliser. Alors, il y a un cas plus précis. Ici, on voit le crâne de Toutankhamon. Il y a une dizaine d'années, j'avais été sollicité par le Nat Geo américain pour faire la reconstitution du buste de Toutankhamon.
Donc ils avaient fait un scan de la momie, et à partir de ce scan, ils m'avaient communiqué une stéréolithographie du crâne, c'est-à-dire un moulage du crâne fait, enfin un moulage, oui, une sortie du crâne fait par une machine particulière. Et j'avais confié ce crâne à l'Institut de recherche criminelle de Rosny, donc à Vignal, qui a fait l'étude anthropométrique et qui m'a communiqué dans ces valeurs d'épaisseur. Donc là, nous avons superposé le crâne, ses valeurs d'épaisseur et ma sculpture de profil pour que vous puissiez voir à quel point c'est très précieux parce que ça me donne vraiment une approche plus scientifique que si je ne les avais pas, parce que voilà, je pourrais être par exemple très excessive au menton. Il y a également un détail dont je ne vous ai... Oh là là, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait là, il y a aussi des points, vous voyez, aux deux prémolaires. Il y a deux petites croix. Et ça, ça me donne la commissure des lèvres. Donc, chez Sapiens, la commissure des lèvres est déterminée à la deuxième prémolaire. Ça permet de connaître l'ouverture et la largeur de la bouche. Donc, plus votre palais est large, plus votre commissure est large. Voilà. Voilà, par exemple, Julia Roberts a un palais excessivement large. Voilà. Et ensuite, les deux, il y a une croix qui est au niveau de l'occlusion, et les deux petites au-dessus vont me donner la largeur des lèvres. Donc, vous voyez, il y a quand même des éléments vraiment importants, très scientifiques, et qui permettent d'ailleurs en criminalistique de retrouver des identités. Voilà. Donc ça, c'était le point que je voulais vous préciser. Donc, voilà. Alors ensuite, une fois que j'ai ces points, je vais pouvoir mettre en place un écorché. Alors un écorché, donc, c'est la mise en place des masses musculaires sur le crâne. Et c'est une étape très importante parce qu'elle va me permettre de bien visualiser les proportions relatives au visage et d'en vérifier sa cohérence. Alors, si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais que je pouvais utiliser les points calculés par Vignal d'épaisseur sur Sapiens et Néandertal, mais pas pour des périodes anciennes. Là, je suis dans une période très ancienne, je suis sur Paranthrope. Donc là, quand vous vous retrouvez face à face avec un crâne pareil, voilà, il n'y a pas du tout de référent. Et à la vue des zygomatiques, c'est vraiment stressant parce qu'on se demande quel va avoir le look des muscles masticateurs, des masséters. Donc là, vraiment, c'est un travail main dans la main avec des anatomistes spécialisés. Et en l'occurrence, là, j'ai eu la chance, pour ces périodes anciennes, pour Paranthrope, pour les australopithèques que vous verrez par la suite, de travailler avec un merveilleux anatomiste, en l'occurrence le professeur Yoel Rak, ici présent. Et je travaillais dans son laboratoire à Tel Aviv, et à chaque étape, entre deux cours d'anatomie, il venait vérifier avec une petite aiguille mes épaisseurs, étant donné que bon, c'est un anatomiste fabuleux, anatomiste comparé, donc beaucoup de dissections, bon, de sapiens certes, mais aussi de primates, dont il me guidait dans ces épaisseurs. Il me guidait également dans la forme du nez, et ça m'a permis donc d'arriver à la reconstruction. À l'inverse, là, on a un crâne de Sapiens. Donc là, c'est le crâne de la femme de l'abri Pato, découverte en Dordogne. Donc c'est une Sapiens dont là, je peux installer mes points et démarrer un écorché avec ce guide. Là, ici, c'est la petite femelle de Dmanisi, d'après le crâne de 1700. Et là, c'est pareil, je ne peux utiliser aucun point. Donc, je travaille directement sur le crâne avec un écorché. Et ensuite, je mets en place des chairs. Voilà, donc j'essaie de travailler le plus près de l'os. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a des parts d'inconnu, mais on essaie d'être le plus près possible avec ce que nous avons, quoi. Alors... voilà, je vais vous montrer plusieurs écorchés. Donc ici, c'est l'écorché du Chukutien, l'Homo erectus de Chine.
Mais vous voyez, même qu'il n'y ait pas de chair, bon, puis en même temps, il y a des yeux, donc c'est impressionnant, mais déjà, ça commence à vous montrer la forme que va pouvoir avoir son visage, indépendamment des graisses, voilà. Ça, c'est un homme de Néandertal, d'après le crâne de la Ferracie, Dordogne. Ici, c'est l'enfant du Turkana, un petit ergaster d'Afrique. Et ici, c'est l'abripato que l'on a vu tout à l'heure, mais finalisé. Alors, quand j'arrive à cette étape-là, donc là, je vais mettre en place les épaisseurs de derme. Là, ici, c'est Naledi, c'est Sediba, une petite australopithèque découverte il y a quelques années en Afrique du Sud, avec l'équipe de Lee Burger. Donc là, c'est une image pour montrer le grand principe de la reconstitution, insister sur le fait que c'est toujours réalisé sur le crâne. Alors ici, c'est Mandalman. Mandalman, c'est un Homo sapiens découvert dans une grotte en Corée du Nord. Alors voilà, ce stade-là est intermédiaire. On voit l'écorché dessous. Je commence également à faire la mise en place du derme. Je laisse les points jusqu'au bout pour ne pas exagérer et être toujours calibré à ce que m'a proposé Vignal en fonction du crâne. Voilà, donc là c'est l'abripato avec donc les épaisseurs de peau. Et donc complètement recouvert par les muscles et la peau, le crâne laisse deviner une ébauche de visage mais dépourvu de vie. Donc je vais donc longuement travailler le regard et les expressions. Alors certes, le crâne ouvre à de nombreux visages possibles, mais alors quand je dis à de nombreux visages possibles, c'est-à-dire que bon, l'écartement des yeux sera toujours celui-là, l'écartement du nez aussi, puisqu'il y a l'orifice nasal, il y a des tas d'indications, mais malgré l'âge que l'on me donne au décès, elle pourrait avoir beaucoup plus de rides ou être beaucoup plus émaciée. Donc il faut que je fasse un choix. Et que je travaille énormément les détails, les singularités, toutes ces exceptions qui constituent chacun de nous pour permettre une rencontre rare et précieuse avec le public ou un face-à-face avec un représentant d'une humanité disparue. Alors c'est évident que je ne prétends pas du tout au vrai, mais au vraisemblable, à l'émotion fondée scientifiquement. Et toutes ces précisions et ce détail, donc là ici c'est un Néandertal d'après la Ferracie. Vous voyez, on commence à voir à droite un travail de détail sur des ridules. Toutes ces précisions et ces détails sont indispensables pour arriver à transmettre une émotion. Et pour susciter une fraternité et une empathie, et pour rendre le public sensible à la variabilité de cette famille perdue. Là, c'est la petite Sediba qui est prête à être moulée et que vous allez voir ensuite en silicone. Alors là, c'est le Tchougoutienne. Tout à l'heure, je vous ai montré l'écorché de l'homme de Pékin. Donc là, vous voyez, il y a tout un travail de ridule. J'ai pris cette option, mais je prends cette option en fait pour vous, parce que si je n'arrive pas à vous sensibiliser, je ne sais pas si voilà, vous allez passer à côté sans grand intérêt. Donc ça n'est pas du tout, comment je pourrais dire, anarchique. Je fais juste quelques rides et je prends l'option qui soit un petit peu plus maigre ou un petit peu plus gros, mais tout le travail qui a été fait en amont a été fait avec une équipe scientifique sur un crâne en faisant très attention aux épaisseurs. Voilà. Alors là, je vais vous montrer des sujets finalisés. Là, c'est une femme de Néandertal, d'après le crâne de Saint-Césaire. Alors, c'est pareil, là, au niveau des vêtements, c'est pas du tout... Je ne choisis jamais. C'est toujours débattu avec une équipe scientifique. Donc là, en l'occurrence, ils ont souhaité avoir une cape en végétal.
Là, c'est le couple. Là, ici, c'est Chancelade. C'est un Homo sapiens. Alors, lui aussi, on pouvait le faire beaucoup moins ridé ou beaucoup plus ridé, avec un visage beaucoup plus buriné. Alors là, je tiens à préciser que cette commande m'a été faite il y a une dizaine d'années pour une exposition itinérante qui s'appelle Lascaux 4 ou 3, donc qui faisait les capitales du monde. Et si cette commande m'était faite aujourd'hui, il serait de couleur foncée. Parce qu'entre-temps, il y a eu des publications et des scientifiques ont confirmé que Sapiens avait perdu sa couleur foncée bien plus tard que ce qu'on l'imaginait. Donc, c'est je reviens à Sapiens de tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça fait partie, quand je vous disais qu'en fonction des nouvelles publications, des éléments peuvent être étayés et modifiés. Là, ici, c'est une version de Néandertal d'après la Ferrassie. Alors, il a une position, une attitude particulière, parce que là, j'ai eu la chance de pouvoir le présenter dans la situation que je souhaitais. Il m'a été commandé pour le Film Museum à Chicago par une donatrice, avec qui, bon, par le biais de laquelle j'ai pu faire de nombreuses reconstitutions à Chicago. Et elle m'a dit, voilà, choisis la position que tu veux, à quoi tu penses. Bon. Et Néandertal a été, comme vous le savez certainement, énormément décrié. Il a eu une multitude de représentations grotesques. Et donc là, je me suis amusée à le faire les bras croisés, bon, sans faire un regard agressif, mais quand même un regard déterminé, dans l'idée de, bon, est-ce que vous avez un problème avec ma tête? Si vous voulez, on peut en parler. Voilà, c'était ça l'idée. Parce qu'en fait, ça, c'est important de retenir le fait que Néandertal a été représenté de manière absolument grotesque, parce que c'est le premier homme fossile à avoir été découvert et qui est à l'origine de cette discipline. Voilà. Donc, voici la raison. Et c'est un peu mon chouchou aussi. Voilà, donc là on le voit de profil. Alors là aussi, ça c'est un parti pris. Je me suis permis de lui raser le crâne à l'avant, de faire une espèce de coiffe avec des végétaux. Alors pourquoi raser? Parce que je me disais que c'était peut-être plus pratique pour chasser, et qu'il n'aurait pas du tout une mèche malheureuse qui allait le gêner au moment fatidique. Voilà, ça c'est une option. Maintenant, je pense qu'il ne devait pas partir chasser avec des tas de cheveux sur le visage et qui s'entretenait correctement. Bon, ça c'est effectivement mon point de vue. Ça, c'est encore une autre version de lui. Ça, c'est la dame de Cablan. Donc, elle a une coiffe qui correspond à peu près à la coiffe qui a été découverte sur son crâne ou à proximité. Là, je ne me souviens plus. Donc là, j'ai pu travailler donc, avec l'Institut de recherche criminelle, puisque là, il n'y a pas d'évolution biologique. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Sur son crâne, elle est comme nous, c'est une sapiens. Alors, une version de l'Abripato. Alors là, bon, là, on s'est un petit peu déchaîné au niveau du costume. Toujours en accord avec une équipe scientifique. Il y avait une publication qui disait que des traces de tissage de végétaux avaient été découvertes, je ne me rappelle plus dans quel pays de l'Est, dans du sédiment, et que c'était des tissages assez élaborés qui pouvaient être utilisés pour des tapis, des sacs ou des robes. Donc nous avons
reconstitué ce vêtement avec une équipe d'archéologues qui faisait également des tissages avec de l'ortie, avec différents végétaux. Nous avons travaillé avec des spécialistes des ornements qui nous ont donné une liste de perles et de bijoux que l'on pouvait utiliser. Donc nous avons fait des copies de ces perles et fait ce montage, voilà. C'est pareil, ça c'est une extrapolation, mais toujours avec des choses qui ont été utilisées dans ces périodes-là. Maintenant, peut-être que ces perles étaient placées tout à fait ailleurs. C'est une proposition, mais elles ont existé. Alors là, c'est Homo naledi. Homo naledi, également découvert en Afrique du Sud. Donc là, avec vraiment un matériel osseux super. Donc là, le choix, pareil, de la couleur et des implants de poils a été déterminé avec l'équipe scientifique. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, là, il aurait pu avoir beaucoup plus de poils sur le torse ou sur le visage. Bon, la demande a été d'être relativement élaguée. Voilà, ça c'est une photo dans l'atelier, à côté du Néandertal et d'une petite Australopithèque africanus. Là, ici, c'est la petite femelle Homo floresiensis. Alors là, l'image qui suit... Ah non, c'est pas ça. Donc ça, c'est Mandalman finalisé. Donc vous avez vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, moitié écorché et le démarrage de la mise en place du derme. Donc là, c'est un sapiens en Corée du Nord. Là, ici, je prends cette image avec Bill Younger, avec qui j'ai collaboré pour la petite femelle, pour que vous ayez une idée de la taille et de la corpulence du sujet, parce que bon, Bill est très grand et assez costaud, donc là, on peut bien visualiser. Ah, j'ai encore fait... Et là, ici, c'est l'enfant du Turkana. Donc, c'est un ergaster d'Afrique. Alors, c'est pareil. Donc là, système pileux, on n'en a pas réellement mis. Il y en a très peu. Tout ça, ce sont des choix qui ont été débattus. Et là, c'est la petite Sédiba. Alors, même chose, là aussi, vous voyez, pour la couleur de la peau, donc elle a le corps relativement foncé, et là, le visage, bon, en interrogeant l'équipe du comité, bon, voilà, il fallait prendre une option. Donc, là, moi, j'ai consulté pas mal d'images de primates que je leur ai proposées, et voilà, je suis partie là-dessus. Peut-être qu'elle était très, très foncée, ou qu'elle avait beaucoup de taches rosées, comme... je ne sais pas, comme certains primates, certains chimpanzés aujourd'hui, là, on n'en a aucune idée. Donc, ça, c'est une option qui est prise, mais sachez que nous sommes sur le crâne et on a essayé d'être le plus cohérent possible par rapport au sujet découvert. Et là, c'est la petite Australopithèque africanus, Mrs. Place. C'est pareil, moi, pour la couleur de peau, là, c'était... une inspiration, mais ça peut être tout à fait différent. Et là, c'est la femme de Steinheim. Donc là, vous voyez, au niveau des cheveux, j'ai une texture relativement crépue. Ça aussi, ça a été un choix de l'équipe scientifique, puisque là, elle vivait sous un climat africain. Donc, on a opté pour cette texture-là. Et la couleur de peau, c'est pareil, elle pourrait être plus foncée. On ne sait pas. C'est 4 minutes. Là, le couple mythique, Lucien,
Donc, pareil, là, ce travail-là, j'ai pu le faire avec Yoel Rak, ici présent. Et pareil, là aussi, il a fallu prendre des options. Ça a été un travail, mais énorme. Pour vous donner une idée, Lucie, moi, ça m'a pris 6 mois entre tous les allers-retours, les tests de marche. Voilà, il fallait que le positionnement des membres soit logique, possible. Donc, Yoel faisait des tas de tests dans son bureau de démarche d'Australopithèque, c'était extraordinaire. Là, ici, c'est un profil de la petite femelle de Dmanisi. Là, c'est un nouveau Feldofer que vous avez vu tout à l'heure. Chancelade, donc entier. Vous avez vu le visage, là maintenant vous le voyez en situation. Et là, c'est Zlatikun. Alors Zlatikun, dont vous voyez peau foncée, découverte en Tchéquie, datée à 40 000 ans. Donc ça, c'est une reconstitution assez récente. Alors pareil, j'en reviens au système pileux. Peut-être qu'elle pouvait avoir des cheveux plus crépus, peut-être qu'elle pouvait avoir plus de poils qui descendaient sur le front. Voilà, donc là, on m'a laissé libre pour cela, donc moi j'ai pris cette option-là. Là, c'est Saint-Germain-la-Rivière, pareil, une sapiens qui fait partie de l'expo de Lascaux et qui, encore une fois, aujourd'hui aurait une peau foncée. C'est la commande d'il y a 10 ans dont je vous ai parlé. Je me dépêche. Ça, c'est Caboué, dont Homo rhodesiensis. Là, c'est Paranthrope, celui que vous avez vu au tout début, quand je vous présentais des écorchés, que je vous disais qu'avec ces zygomatiques, c'était assez angoissant de travailler. On ne pouvait pas travailler tout seul. Et pareil, c'est une proposition. Peut-être qu'il avait des cheveux, un système pileux beaucoup plus dense, comme pourraient l'avoir des bonobos, par exemple. Voilà, bon, ça c'est Néandertal sous le feu de la rampe. Je me suis amusé à... Voilà, et là, je vais terminer par une confrontation Néandertal-Sapiens. Voilà.